자, 담아드려야 D'abord, 아주 부가초를 무치하랑 여지케는 무치 hum, je- donc aux deux principaux Rinpoché qui ont rassemblé les Gunche, ainsi que tous les maîtres et moines qui se sont rassemblés pour ces Gunche. Tous mes souhaits de bon augure, de la même façon à tous ceux qui sont rassemblés pour écouter ces enseignements en ligne. Donc, à tous, je vous adresse mes chaleureux souhaits de bon augure. Aujourd'hui, pour continuer l'enseignement précédent, on va aborder la façon dont on a été traduit à l'époque ancienne. Donc, c'est le sixième point qui est parmi les huit qu'on avait exposé hier. Alors, pourquoi parler de cela? Alors, une raison est que, en fait, de nos jours, on a beaucoup d'écrits traduits notamment en chinois, et cela est grâce à l'école, donc à cette tradition ancienne de traduction qui a demandé beaucoup d'efforts et par conséquent, pour nous, d'avoir connaissance de ces circonstances est une bonne chose. Donc, d'une part, pourquoi on parlait donc de cette tradition de traduction? C'est d'une part pour avoir conscience de à quel point les textes que nous avons de nos jours est précieux. Et la deuxième raison est en fait de prendre conscience que en fait ce travail de traduction ne consistait pas simplement à connaître deux langues et traduire d'une langue à une autre. Ça demandait beaucoup plus de circonstances et de difficultés. Et lorsqu'on a conscience de cela, par exemple, moi-même, il m'est arrivé de traduire des textes de façon privée. Néanmoins, lorsque je vois comment le travail de traduction a été fait à l'époque antique, vraiment, donc, il y a un sentiment vraiment d'humilité. Je me sens même un peu embarrassé de faire ces traductions. Euh, J'en viens même à être terrifié à l'idée de me dire comment ai-je pu avoir l'audace de me lancer dans ces travaux de traduction, lorsque l'on voit comment les traductions anciennes ont été réalisées. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'à mon avis, c'est bien de partager euh, ce contexte historique dans lequel les anciennes traductions ont été faites. Alors, d'une façon générale, en Chine, les, les textes bouddhistes ont été traduits à partir du 1er siècle. Donc, ça a été assez tôt. Donc là, on peut dire que les premiers textes bouddhistes ont été traduits à partir du 1er siècle. Si on compare par rapport au bouddhisme, au Tibet, donc c'est plus tardif. Le Dharma au Tibet a été traduit à partir du 7e, 8e siècle. Donc, il y a notamment donc une un indice ou indication est le pilier du temple de Samye, euh, temple qui a été fondé à l'époque du roi tibétain Songtsen Gampo. Et donc, là, on peut donc la construction de ce temple, avec notamment comme preuve le pilier un des piliers de Samye,
Donc, il y a d'autres preuves, bien sûr, mais donc c'est une des indications qui montre que les premiers textes traduits en tibétain, textes bouddhistes, en fait, viennent du 7e, 8e siècle, de l'époque du roi Songtsen Gampo. Et ça, c'est également clairement indiqué dans les récits de la dynastie Tang en Chine, qui indique que, en fait, c'est suite à Tenmi Sambota, au grand tibétain Tenmi Sambota, qui, en fait, a développé l'écriture tibétaine en se calquant sur l'écriture du sanskrit. Et, et donc, c'est cette écriture tibétaine, donc qui n'est pas seulement limitée au Tibet, mais de nos jours, en fait, c'est une écriture qui est bien utilisée dans les régions himalayennes. Et donc, c'est à partir de Tenmi Sambota, qui a une fois mis en place le système himalayen ou de l'écriture tibétain, ou himalayenne, pour dire ça d'une façon plus large. Donc, c'est à partir de ce moment-là que viennent les traductions de textes bouddhistes du sanskrit vers le tibétain. S'il n'y avait pas donc, si Tenmi Sambota n'avait pas mis en place ce système d'écriture tibétain, eh bien, il n'y aurait aucune possibilité de traduire par écrit le sanskrit ou les textes indiens vers le tibétain. Donc, on lui doit beaucoup à Tenmi Sambota. Et donc, au 8e siècle, durant le règne du roi tibétain Trisong Detsen, vient de l'Inde l'abbé Santarakshita ainsi que le Padmasambhava, le grand maître Padmasambhava, et côté chinois vient le grand maître Hashang Mahayana. Et ensemble, donc, ils construisent notamment le temple de Samye, et puis ensuite se constituent les premières sanghas monastiques au Tibet. Et également, donc, viennent les premières institutions de traduction dans le temple de Samye des textes indiens vers le tibétain. Et à ce moment-là, donc la façon dont les traductions sont faites, donc à ce moment-là, donc c'était les premières traductions étaient faites par donc un pandita indien avec l'assistant d'un traducteur tibétain. Ils travaillaient ensemble. Et la façon de traduire n'a pas été faite n'importe comment. Elle a été, la façon de traduire, en fait, a été influencée par la façon dont les textes indiens ont été transcrits en chinois. Donc, il y a eu une influence. Et donc, à mon avis, il y a une grande connexion entre donc, la dynastie Tang et la façon dont les travaux au Tibet ont été menés. De sorte que les Tibétains, en fait, ont beaucoup profité du système de traduction en Chine. Donc, en Chine, à l'époque de la dynastie Tang, les textes ont été vraiment traduits d'une façon remarquable, avec un souci de perfection remarquable. Alors, à l'époque, au Tibet, notamment avec l'aide d'un
pandita indien, d'un traducteur tibétain, etc. Donc, ont été mis en place tout d'abord un tibétain ou un lexique tibétain. Donc, ensuite, des textes de grammaire et textes pour traduire la terminologie de mots bouddhistes. Donc, des lexiques. Donc, lorsqu'on parle de dictionnaire, en fait, c'est un lexique notamment pour permettre de faire le lien entre la terminologie indienne, sanscrite des mots bouddhistes et des mots tibétains. Et en particulier, la méthode qui a été mise en place par un édit du roi. Donc, ça a été notamment développé à l'époque de Trisdécène, le fils du roi Trisongdécène. Donc, à cette époque, à l'époque du fils Tridécène, du roi tibétain Trisongdécène, à cette époque-là, donc les érudits indiens et tibétains se regroupent pour, de façon méthodique, traduire en tibétain des traités, des grands traités. Et donc, cette façon de faire, en fait, était vraiment rigoureux, suivait des règles rigoureuses. Et on le sait parce que donc dans les écrits, on trouve donc cela indiqué avec comme donc, notamment à l'époque des textes les textes de grammaire ont été traduits au IXe siècle et ils ont été catalogués dans le Denkarma. Et donc il y a deux catalogues d'une façon générale. Donc de nos jours, il y a encore quelques des discussions sur sur lequel de ces deux catalogues est le plus vieux. Néanmoins, donc, ces deux catalogues 딱 까르차 팡탕 말아주사나 alors, 팡탕 까메스야 그 포장 디나로리아 유에데베기 베세티수 까르차 그 소르치 아니 댕가르마스야데 포장 댕가르 나로리 유에데베기 베세티수 까르차 소르치 진대지 인사를 상상하시도 따디 인상 심주 donc en ce moment, donc il y a des discussions sur ces deux catalogues, notamment un des deux qui a été fait pendant l'époque impériale. Alors, la difficulté est que donc, un de ces catalogues n'est notamment pas connu dans son intégralité. Mais là, ce qui nous intéresse ici, c'est par rapport à ces catalogues donc de voir en fait comment les textes ont été traduits. Et donc, on va détailler cela. Détailler donc là. Mais avant de détailler donc les méthodes de traduction des textes indiens en tibétain, on va d'abord aborder donc la tradition ancienne de traduction des textes en chinois. Alors,
Donc, de nos jours, en fait, lorsqu'on parle de traduction, on a l'impression que, on a souvent pensé donc l'idée d'une personne qui fait un travail de traduction. Donc, c'est souvent l'affaire d'une personne, une ou deux. Euh, mais lorsque l'on voit comment, à l'époque ancienne, les textes ont été traduits en chinois, les textes bouddhiques ont été traduits en chinois, eh bien, c'était l'affaire de plusieurs. Euh, donc de nos jours, lorsque les traducteurs travaillent la plupart du temps tout seuls, et rares en fait sont les situations où il y a un travail de groupe en traduction. Mais en Chine, lorsque les travaux de traduction des textes bouddhistes ont commencé, voilà, donc sur cette diapo, donc les premiers textes, les textes antiques, donc traduits en chinois, on monte à la dynastie Han. Alors, donc en termes d'années occidentales, on peut parler du XIe siècle, la période aux alentours de 900 ans. Pardon, voilà. Une période qui a... Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Donc, globalement, on peut parler de... Donc, ces traductions ont commencé pendant la dynastie Han, a continué pendant la dynastie Sung. Donc, globalement, voilà, on peut dire que ça commence, comme on avait dit tout à l'heure, vers la fin du IIe siècle et ça s'étend jusqu'au XIe siècle. Donc, c'est une période de 900 ans. Et pendant cette grande période, il y avait une façon, une tradition de traduire qu'on appelait une école de traduction. En résumé, au début, donc pendant 900 ans, où les textes ont été traduits pendant cette longue durée antique du 2e au 11e siècle. Alors, comment en fait ils traduisaient les textes? En fait, ça se faisait par ce qu'on appelait des écoles de traduction. Donc, il y avait, par exemple, nous, de nos jours, on peut parler d'écoles d'études philosophiques, écoles d'études des textes, des pratiques rituelles, etc. Et donc, de la même façon, il y avait des écoles de traduction. Donc, à l'époque, il y avait donc des écoles monastiques de traduction. Donc, c'était un lieu. C'était un lieu où beaucoup de personnes se rassemblaient, et puis ensuite, ils se répartissaient le travail. Toi, tu fais ça, etc. Donc, beaucoup de personnes se rassemblaient dans ces écoles de traduction et les tâches étaient réparties et ainsi, les textes étaient traduits. Et ainsi, à cette époque, traduire des textes n'était pas l'affaire d'une ou deux personnes. En fait, la façon de traduire à l'époque était beaucoup de gens se rassemblaient et faisaient un travail de traduction. Donc, on va évoquer cela. Donc, à cette époque, vraiment, la façon de faire était de traduire en groupe. Et les exemples de traduction d'une ou deux personnes étaient vraiment rares. Donc, durant cette époque,
Donc, il y avait des leaders, des directeurs, donc qui étaient n'étaient pas chinois, hein, c'était des gens qui venaient de l'Inde ou des régions occidentales. Donc, c'était à l'époque donc ce qu'on appelait les traducteurs en chef ou les principaux traducteurs, où on les appelait aussi les grands traducteurs. Et donc, c'était des personnes qui venaient soit de l'Inde, soit des régions orientales où on ne parlait pas chinois. Certains étaient laïcs, d'autres étaient des monastiques. En bref, la plupart de ces chefs de traduction, c'est des chefs qui dirigeaient les écoles de traduction, la plupart n'étaient pas chinois. Donc, il y en a, parmi les natifs chinois, il y avait Xuanzang ou Yijing qui avait ce rôle de traducteur en chef ou traducteur principal, mais en dehors de ces personnalités, très peu des leaders des écoles de traduction étaient chinois. Et même beaucoup ne parlaient pas chinois. Ils venaient donc en dehors de la Chine. Lorsqu'on parle des régions occidentales, en fait, c'était soit des Indiens qui parlaient le sanskrit. Et donc, ils étaient directeurs de traduction, mais par exemple, pour se faire comprendre, ils avaient eux-mêmes un interprète. Et donc, ces interprètes, en fait, permettaient au groupe de traduction de comprendre les directives du traducteur en chef. En fait, nous, de nos jours, par exemple, lorsqu'on pense au terme Lotsawa, on pense à une personne qui connaît une autre langue. Souvent, on traduit de nos jours Lotsawa simplement par traducteur. Et on peut se demander, mais comment on peut être traducteur en chef alors qu'on ne connaît pas la langue vers laquelle le texte doit être traduit? Donc, à ce sujet, d'une façon, à cette époque, lorsque un maître avait la charge de traducteur en chef, donc, par exemple, un maître qui avait un texte en sanskrit et qui devait le traduire en chinois, donc non seulement il devait connaître le texte en sanskrit, mais simplement connaître le texte en sanskrit n'était pas suffisant. Donc, de nos jours, par exemple, il y a beaucoup d'Occidentaux qui connaissent un petit peu de chinois, de tibétain. Ils parlent quelques mots de tibétain, ils connaissent et tout de suite, ils traduisent donc, ils font un livre, par exemple, sur le Lojong ils traduisent tout de suite. Il y en a qui font comme ça. Ils connaissent juste quelques mots, des notions de tibétain, et tout de suite, ils font des traductions de livres. Mais à l'époque, c'était impossible. Impossible. Alors, pourquoi? En fait, lorsqu'on parlait d'un Lotsawa, d'un traducteur en chef, en fait, non seulement le traducteur en chef devait connaître le texte original, mais il devait connaître non pas simplement le mot, mais le sens du texte. Et donc, cela implique qu'il devait être expert dans les trois corbeilles des enseignements du Bouddha. Les trois corbeilles sont le Vinaya, la corbeille du Vinaya, la corbeille du Sutra et la corbeille de l'Abhidharma.
Et il fallait être, donc, en bref, il fallait être expert dans le dharma du Bouddha. Il fallait bien connaître les enseignements du Bouddha. Et la raison, pourquoi il fallait avoir une telle connaissance? Eh bien, simplement parce que le traducteur principal, lorsqu'il devait traduire un texte, donc, tout d'abord, par exemple, lorsqu'il doit traduire un texte du sanskrit vers une autre langue, donc en l'occurrence ici le chinois, donc il y a tout d'abord un travail de traduction de mot à mot, traduire chaque mot qu'il faut traduire. Mais il doit aussi, parce que donc ce traducteur principal, il a un certain nombre d'assistants. Eh bien, il doit leur expliquer, c'est pas juste une traduction de mot à mot. Il doit expliquer, eh bien, ce mot, il a tel sens, ou il a telle connotation, il sous-entend telle ou telle chose. En fait, il fallait tout ce contexte qui devait être. C'était pas juste faire une traduction de mot à mot. Il y avait tout le contexte à transmettre. Et donc, par exemple, lorsqu'on parle de traduction, donc il y a beaucoup de mots qu'on peut utiliser en tibétain. Donc, par exemple, on parle de traduction de mots. Lorsqu'on parle de traduction de mots, eh bien, c'est pas juste le mot qu'il faut traduire d'une langue à une autre. Il faut le maître doit être capable de commenter. Voilà, ce mot, il a telle notion, il veut dire telle ou telle chose, dans tel contexte, il a cette signification, etc. Notamment, lorsqu'on traduit des termes bouddhistes, ces termes, ce n'était pas juste un mot à traduire par un autre. Le maître devait être capable d'en donner la signification dans le contexte bouddhiste. Et donc, au départ, alors, donc, donc, par exemple, pour développer, lorsqu'on parle d'école de traduction, donc à l'époque de la dynastie Han, l'empereur nommé Huangdi, donc qui règne entre 146 et 168, il y a un Han Shigao, donc qui vient d'une région qui est actuellement en Iran. Et donc, il traduit le sutra des agrégats, des éléments et des perceptions sensorielles. Donc, il traduit ce sutra. Donc, je le dis en chinois parce que en tibétain, je ne sais pas le traduire précisément, donc je préfère utiliser le chinois. Et donc, lorsque le traducteur explique la signification du texte, les assistants, en fait, donc, prennent des notes et, en fait, sont autorisés à poser des questions ou à exposer leurs doutes sur ce qu'ils apprennent. Et par conséquent, c'était une grande responsabilité, une grande tâche pour le traducteur principal, parce que, en fait, ce n'était pas juste faire une traduction de mot à mot. Il devait nous dire, voilà, ce mot signifie cela, ce mot signifie cela, etc. Cette phrase a tel ou tel sens. Et donc, il explique. Mais ensuite, l'assistance, une fois qu'elle a reçu ça, elle était tout à fait autorisée à questionner ou à exposer ses doutes. Et donc, il y avait parfois des désaccords ou une remise en cause de la façon dont le traducteur principal exposait
donc exposer son explication. Et, et en résumé, en fait, il y avait carrément des débats, c'est-à-dire le traducteur principal exposait le texte ainsi que la signification à traduire, et puis là-dessus, les assistants étaient en mesure de poser des questions, de débattre, d'argumenter. Et pour prendre un exemple, un grand traducteur qui est Kumarashiva, donc il a traduit notamment dans la Prajnaparamita, notamment la Prajnaparamita en 100 000 versets. Donc il y a un récit qui relate qu'il a eu beaucoup de féroces discussions et des débats avec ses assistants lorsqu'il avait fait cette traduction. Il y avait beaucoup de questions et où il débattait férocement. L'assistant ne prenait pas pour argent comptant tout ce que Kumarashiva disait. Et puis aussi, quand Dhamaraksha, un autre traducteur, qui lui avait traduit le sutra du Parinirvana, donc il relate que au cours de ce travail de traduction, il y avait dans le groupe de traduction une centaine de moines et de non-ordonnés qui lui ont vraiment mené la vie dure. Donc on parlait dans certains contextes de centaines, en fait, les écoles de traduction, il y avait plusieurs centaines de personnes, donc ça fait plus de quelques centaines d'assistants qui, en fait, donc, se rassemblaient autour du maître principal de traduction. Et puis, eux, en fait, donc, une fois qu'ils avaient reçu les instructions, eh bien, par leur questionnement, leur mise en doute, etc., ils menaient la vie dure au traducteur principal. Notamment, il fallait être capable de donner le sens intérieur, donc pas simplement le sens littéral des mots, mais quel est le sens intérieur. Les gens débattaient justement sur cela. C'était pas juste le texte signifie ça, mais quel est le sens intérieur, quel est tout ce qui était sous-entendu, le contexte, etc. Et tout cela a été en fait débattu, remis en question, et donc c'était une grande responsabilité pour le traducteur principal qui devait être non seulement était en mesure de répondre à leurs questions, de répondre avec argumentation pour exposer le sens profond des textes à traduire. Et il y a un exemple, par exemple, où le traducteur Dharmakshema a dû interrompre un travail de traduction en raison donc des débats et des polémiques qui étaient soulevées. Et par conséquent, si le traducteur principal n'était pas capable ou n'avait pas une compréhension très solide non seulement du texte, mais du sens profond du texte, ou simplement s'il n'avait pas assez de confiance en lui pour argumenter, eh bien, il se trouvait dans une situation de ne pouvoir résoudre certains débats ou certains doutes de ses assistants, et cela faisait obstacle au travail de traduction. Et au 5e siècle, donc un moine nommé Dao Tai, en fait, lorsqu'il a fini de traduire le traité des grands êtres, le Mahapurusha Sastra, ainsi qu'un autre texte intitulé Introduction au Mayana Vatara. Donc, ce grand maître, Dao Tai, donc c'est vraiment des œuvres de référence qu'il a traduites, mais suite à cela, il n'ose pas traduire le grand exposé de l'Abhidharma, l'Abhidharma Mahavibhasa Sastra.
Alors pourquoi en fait, il le traduit pas et plus tard, il invite le maître Bouddha Varman et puis le maître Daota, en fait, sert d'assistant à Bouddha Varman pour traduire le grand exposé de l'Abhidharma. Et pourquoi, en fait, il ne le fait pas tout seul, il est entouré de 300 assistants. Donc, c'est un groupe de traduction dont Daota lui-même sert d'assistant au traducteur principal qui est Bouddha Varman. Alors, pourquoi il procède ainsi? Parce que Daota, qui avait traduit des textes de référence, par rapport au grand exposé de l'Abhidharma, il ne se sentait pas en confiance de prendre le rôle de traducteur principal. Il ne se sentait pas assez familier avec le thème de l'Abhidharma pour traduire le grand exposé de l'Abhidharma. En fait, lorsque les gens entraient en débat avec lui sur le grand exposé de l'Abhidharma, il y avait des doutes qu'il n'était pas capable de résoudre. Et c'est pour ça que par la suite, donc, il invite le maître Bouddha Varman pour en prendre la responsabilité de traduction en chef. Alors, on peut demander pourquoi il est nécessaire d'enseigner le Dharma alors qu'on fait un travail de traduction. Pourquoi il y avait cette nécessité de débattre. Et la raison est que un pratiquant du Dharma, en fait, lorsque on lui donne la responsabilité d'enseigner le Dharma, c'est quelque chose qui ne peut pas être refusé. Lorsque l'on enseigne la nature du Dharma qu'il y a dans les textes, il est dit que cela dissipe les souffrances internes des êtres. Et dans l'Inde antique, dans la tradition de l'Inde antique, la façon dont le Dharma était enseigné, eh bien, cela se faisait également par question-réponse. Donc, il y avait un dialogue. Par exemple, lorsque le Bouddha lui-même enseigne le grand sutra de la pleine conscience de la respiration, donc, ce sutra intitulé le grand sutra de la pleine conscience de la respiration, à ce moment-là, aucun disciple dans l'assemblée ne pose de questions sur ce thème au Bouddha. Donc, en fait, dans beaucoup de sutras, on s'est indiqué telle personne demande au Bouddha telle question. Donc, il y a Shariputra ou Moggalbu, où il y a un disciple principal, ou Manjushri, il y a quelqu'un qui pose une question au Bouddha dans les sutras. C'est très typique. Dans le sutra, un tel pose une question et le Bouddha répond. Et là, concernant le grand sutra de la pleine conscience de la respiration, personne ne pose de questions sur ce thème. Et si bien que le Bouddha est obligé de créer une émanation d'un disciple pour que cette émanation du disciple pose la question au Bouddha et le Bouddha lui répond. Et c'est ainsi que est apparu le grand sutra de la pleine conscience de la respiration. Le disciple, qui est en fait le Bouddha lui-même, pose la question au Bouddha et le Bouddha répond, et par ce question-réponse vient le grand sutra de la pleine conscience de la respiration. Et là, en fait, de cette perspective, on se rend compte que le fait de poser des questions et réponses et de débattre, en fait, est une tradition très ancienne. Et ainsi, donc cette tradition, non seulement de poser des questions, mais de débattre, donc, même si de nos jours, elle est particulièrement développée au Tibet, en fait, c'est une tradition très ancienne qui remonte à l'Inde antique. Et par la suite, lorsque le bouddhisme se développe en Inde et à l'est de la Chine, cette façon d'enseigner
eh bien, c'est développé de la même façon, cette façon d'enseigner basée sur questions-réponses. Le disciple pose une question, le maître répond, le disciple expose ses doutes ou pose une autre question et ça permet au maître de développer. Et ainsi, donc, ce style d'enseignement que l'on retrouve dans les écoles de traduction en Chine et qui est utilisé notamment par Hang Shigao, dont on a mentionné tout à l'heure. Donc, c'est celui qui vient d'Iran et qui a traduit le sutra des agrégats, des éléments et des sens de perception. Et donc, en fait, utilise un système d'enseignement de l'Inde antique. Et la raison est simple, les écrits bouddhistes, tout d'abord, en fait, étaient d'abord en sanskrit ou dans des langues indo-iraniennes. Et au départ, bien, et au départ, très peu de Chinois, en fait, connaissent ces langues, peu connaissent le sanskrit ou les langues indo-iraniennes. Et par conséquent, il était nécessaire de commenter de façon extensive les termes sanscrits. Donc sur ce, je pense qu'on va marquer une pause d'une demi-heure. Nous reprendrons dans une demi-heure. 他下面学的个是啥呢？他安世高啥的，搿不就是啥呢？ Pour continuer, Han Shugao, vous connaissez bien le chinois. Donc, il pouvait commenter les textes à traduire, Han Shugao. Donc, celui qui a traduit notamment le sutra des agrégats, des éléments et des sens de perception. Et à l'époque, au départ, donc peu de Chinois connaissaient le sanskrit ou les langues indo-iraniennes. Et par conséquent, pour traduire en chinois, il était nécessaire de bien commenter les textes sanscrits, les mots, leur sens, etc. Donc, comment ça on procédait? Le traducteur principal, donc ici en l'occurrence Han Shigao, faisait comme un mot à mot, ensuite donnait des commentaires et dans l'assemblée de l'école de traduction, les gens prenaient les notes, notaient mot à mot ce qu'ils disaient. Et puis ensuite, suite à ces notes, en fait, donc, pouvait compiler l'ensemble et faire une traduction. De sorte que, une fois que le travail de traduction était fait, non seulement l'équipe de traduction était capable de sortir un texte traduit en chinois, mais ils étaient également en mesure d'expliquer le sens du texte traduit. Ensuite, pendant le règne de l'empereur Han nommé Lingdi, arrive donc Lokakshema de l'ouest de l'Inde et Anshuan de Parsia. Les deux connaissent bien le chinois et s'engagent ainsi dans les travaux de traduction. Et donc, notamment par ces deux maîtres de traduction que sont Lokashema et Anshuan, cette tradition de traduction par école de traduction se développe. Et dans cette façon de traduire, si le maître de traduction qui venait de l'étranger ne parlait pas chinois comme Lokashema ou Anshuan, eh bien dans ce cas, ce maître de traduction avait recours à un traducteur qui donc permettait de faire la connexion entre lui et l'assemblée qui prenait les notes et ensuite posait des questions, etc. Et par exemple, lorsque
Euh, donc, par exemple, lors de la traduction du Pratyapatna Buddha Samukavistita Samati Sutra, donc qui a été traduit par Shoefu, à ce moment-là, donc Lokashema, donc qui pour d'autres œuvres était traducteur principal, lui servait de traducteur oral. Donc c'est lui qui faisait l'interface entre le maître Shoefu et l'assemblée. Et ainsi, ces premiers textes ont été traduits avec un maître indien qui expliquait avec l'aide d'un interprète. Et c'est donc l'école de traduction qui étaient les assistants et qui assistaient à ces enseignements, qui prenaient donc ensuite qui faisaient tout le travail de prendre les notes et de mettre ça en forme pour sortir une traduction. Et de cette façon, non seulement donc les textes étaient traduits, mais l'enseignement était diffusé en Chine. Et par cette méthode, les textes étaient traduits en chinois et ainsi, tout en traduisant par écrit les textes en chinois, le sens également. Donc, les personnes qui traduisaient avaient le sens, le sens et le contexte de tous ces enseignements. Et la tradition s'établit ainsi durant près de 900 ans. Alors, attendez. Sur cette diapo, donc on distingue deux époques. La première, c'est la période de la dynastie Han. Alors, donc il y a deux époques à distinguer. La première, c'est lorsque la philosophie bouddhiste n'est pas encore bien introduite en Chine. Et donc ici, en résumé, donc pour ne pas rentrer dans le détail de la diapositive, en fait, au départ, la philosophie bouddhiste n'est pas très répandue en Chine. Et donc, comme le sanskrit et le chinois sont deux langues complètement différentes, notamment le sanskrit utilise un alphabet, pas le chinois, alors donc il y a vraiment une difficulté de réaliser scrupuleusement la traduction. Et les premières traductions de la terminologie, des termes bouddhistes, etc., étaient nécessaires. Et non seulement cela, mais il fallait aussi expliquer les points subtils. Et pour surmonter ces difficultés, ces deux difficultés, donc d'abord traduire dans des langues très différentes les terminologies et ensuite d'expliquer jusqu'aux points les plus difficiles, car c'est ça qui est intéressant, eh bien, les enseignements étaient accompagnés des débats. Il y avait questions-réponses et on comparait dans l'école de traduction, chacun comparait leur compréhension et discutait, etc., pour ainsi épurer les doutes et affiner la compréhension des points subtils. Et ça, donc, c'est quelque chose qui est difficile. Et donc, il y avait vraiment le souci, en procédant de cette façon, que la traduction chinoise était aussi proche que possible de l'original, dans le détail et la précision.
Donc, une fois qu'il y a eu un premier travail de traduction de fait, c'est-à-dire donc qu'il y avait les premiers brouillons de fait, et donc apparaissent des points de vue différents ou des compréhensions différentes. À ce moment-là, donc on débattait, on débattait. Et en fait, en procédant de cette façon, quel est le bienfait? Eh bien, c'est qu'à la fin, ça permettait d'avoir vraiment donc, une traduction qui est fidèle à l'original. Une traduction aussi fidèle que possible à l'original, tout en ayant vraiment donc soin d'aborder, de traiter correctement les points difficiles, là où les notions délicates à comprendre. Parce que si on traduisait simplement comme ça, mot à mot, sans rapidement, donc c'est sûr qu'on on va pas aller proche de l'original. Il y aurait des terminologies qui vont pas être bien employées pour traduire. Certaines terminologies vont être mal traduites ou notamment ne pas apporter le sens profond de l'original. Et donc, vraiment, on voit, c'est parce qu'il y avait ce souci d'être proche de l'original et notamment de bien mettre en évidence les points difficiles qu'ils ont procédé de cette façon. Et le deuxième point est le fait que et le point donc de cette façon, deuxième point de cette façon de faire est que du fait qu'ils débattent, en fait, le travail de traduction avait aussi un aspect pédagogique où le traducteur principal, en fait, enseignait le sens du texte. Et, si bien que les personnes qui étaient affairées à la traduction étaient bien entraînées pour faire le travail de traduction. Ils devenaient capables eux-mêmes de pouvoir enseigner les textes qu'ils ont traduits par la suite. Et par exemple, lors du travail de traduction, s'il y avait un passage qui n'était pas clair pour une des personnes en charge de la traduction, eh bien, donc il exposait, il posait la question, il exposait ses doutes, il y avait des débats. Donc, on allait vraiment de façon, ça permettait d'aller vraiment dans le détail de la traduction. C'était de la traduction à mesure que les débats se développaient, qu'on abordait les différents doutes, eh bien, ça permettait d'affiner la traduction ainsi que la compréhension du texte pour les personnes qui étaient en charge de traduire. Et par exemple, si un mot était traduit par un terme qui n'était pas suffisamment bien approprié, donc il y a des sens de mauvaise compréhension, hein, un terme mal traduit, donc et on peut faire un contresens ou comprendre quelque chose qui est légèrement différent et donc sortir du contexte de l'enseignement. Et donc ce genre d'erreur peut être très facile. Et c'est pour cette raison les grands traducteurs de l'époque donc se donner la peine du début du texte à la fin, vraiment donc de bien commenter les textes, de répondre aux questions, de faire face aux débats, aux différentes opinions, etc. Ils devaient argumenter, développer, etc. Si bien qu'au final, toute l'école de traduction, toutes les personnes de l'école de traduction qui étaient en charge de la traduction devenaient capables d'enseigner eux-mêmes aussi. Et ainsi, dans la façon de faire, un certain nombre d'assistants à la traduction devint par la suite des enseignements du Dharma. Par exemple, le moine Fa Sheng, Fa Sheng, au départ, il était assistant du Pandita Dharma Raksha.
Donc, il aide, en fait, il fait la traduction et dans le contexte de l'école de traduction. Donc, le pandita indien Dharmakshasha procède de la façon traditionnelle, il prend des notes, il participe au débat, etc. Et puis ensuite, il devient apte à enseigner le sutra de la roue qui est irréversible. Et aussi Shusong, qui par la suite enseigne sur le sutra du Mahaparinirvana. Donc au départ, ces deux, avant d'enseigner, étaient assistants du traducteur, pardon, Shusong, qui par la suite enseigne le Mahaparinirvana Sutra, était au départ un assistant du traducteur principal Buddha Varman. Et ainsi, d'une perspective, en fait, ces écoles de traduction avaient une double fonction. Il y avait une fonction de traduire de façon aussi fidèle que possible des textes sacrés bouddhistes et de l'autre côté de former donc des étudiants aux enseignements du Bouddha. Et, et donc, c'était bénéfique à la fois donc, de comprendre les notions sanskrites, de voir ce qui signifiait, le sens profond qu'il y avait derrière, le contexte, etc. Et donc, ça permettait à l'école de traduction, aux étudiants de l'école de traduction, d'acquérir une bonne connaissance du bouddhisme. Et ensuite, donc la deuxième point, la deuxième période, donc la deuxième, c'est donc la période qui suit la dynastie Han, la dynastie Shui. Alors, donc si on considère tout d'abord la période 3 siècles avant la dynastie Shui, à ce moment, donc vous savez, on passe de dynastie, donc les rois se succèdent les uns après, les empereurs se succèdent les uns après les autres, et puis avant la dynastie Shui, ce qui se passe 3 siècles avant, ce qui se passe, c'est que la Chine est fragmentée. C'est un pays qui est fragmenté. Et qu'est-ce qui se passe? Et donc, on parle de la période de Hui-Qing. Donc, c'est une période qui est marquée par le fait que la Chine est divisée en petits royaumes. Notamment, on parle du nord et des dynasties du nord et du sud. Et pendant cette période, chaque région du nord et du sud avait leur propre école de traduction. Chacune rassemblant quelques centaines, voire des milliers de participants, d'étudiants. Et un des plus connus à cette époque était l'école de traduction de Kumarajiva. Il avait combien d'assistants? 3000. Donc, Kumarajiva avait une école de traduction rassemblant 3000 assistants. En d'autres termes, 3000 étudiants. Si on regarde les Kaguyu Gunshe, on a 1000, un peu plus d'un millier de moines dans les Gunshe, les débats divers. Et Kumarajiva, lui, à son époque, dans son école de traduction, avait 3000 assistants, 3000 étudiants. Donc, comment on travaille avec autant d'assistants?
Donc, il ne s'agit pas simplement de se rassembler à 3000 personnes, il y a un travail à faire. Il faut répartir ce travail. Comment faire avec tant de personnes? En fait, d'abord, il faut expliquer quelle est la raison de rassembler autant d'assistants. Au- En fait, au départ, c'était pas, il n'y avait pas que simplement un travail de traduction. Le traducteur principal se devait d'expliquer les notions. Il devait enseigner. Il devait enseigner le texte. Et en fait, il devait transmettre tout ça, non seulement le mot à mot du texte, mais ce que véhicule le sens premier, le sens second, le sens caché, le contexte, etc. Et par conséquent, en fait, il a enseigné à l'assemblée de tous les assistants qui étaient présents. Donc la première chose est que le fait que ce qui se passait historiquement, c'est à partir du moment, lorsqu'il y avait un traducteur principal qui était renommé, instinctivement, les étudiants qui cherchaient à recevoir le dharma venaient auprès de lui. Donc les traducteurs principaux qui étaient réputés avaient automatiquement beaucoup d'étudiants, d'assistants à son école de traduction. Et, et à tel point que même lorsqu'il y avait un traducteur renommé, même à l'époque où donc, la Chine était divisée en différents royaumes, il y avait des étudiants qui n'hésitaient pas à traverser les frontières, venir de régions lointaines pour rejoindre ces écoles de traduction et recevoir ainsi les enseignements. Et pareil, par exemple, quand Kumarajiva, de son vivant, était en Chine, donc comme on a dit, il y avait 3000 étudiants et puis certains d'eux, et pas un petit nombre, venaient de régions donc qui étaient sous l'autorité de d'autres royaumes assez éloignés pour recevoir les enseignements. Et comme Kumarajiva était très renommé à l'époque et qu'il était extrêmement érudit dans les trois corbeilles du Dharma, donc les personnes étaient très déterminées, les personnes qui étaient déterminées à recevoir ces enseignements n'hésitaient pas à traverser de grandes distances, traverser les frontières, etc., pour recevoir auprès de lui les enseignements. Et également, on observait donc un développement des autres écoles de traduction, comme par exemple Dharma Ksheta, qui vivait dans la région de Heishi, avait jusqu'à 500 étudiants, Gunabhadra dans la région de Guangdong, 700, et Bodhiruchi dans la région de Luan avait plus d'un millier d'étudiants. En bref, donc dans ces écoles de traduction, donc lorsqu'elles fleurissaient, il y avait beaucoup elles fleurissaient au nord et au sud de la Chine, il y avait beaucoup d'étudiants dans ces écoles. Ensuite, on peut se demander le fait qu'il y ait autant de personnes qui étudiaient, est-ce que c'était utile pour la traduction? En fait, ce qui se passait, c'est que tous les étudiants avaient la possibilité d'interroger le traducteur principal, sur le sens du texte. Et on peut se demander si il avait une véritable responsabilité dans le travail de traduction même. Et par exemple, comme on avait évoqué au départ, le sanskrit n'était pas très développé en Chine et donc les traducteurs principaux devaient abondamment décrire les termes sanskrits. Comme le sanskrit était très peu connu en Chine, donc il y avait ce travail pédagogique qui était nécessaire. Il était nécessaire de développer
abondamment le sens des mots sanscrits, etc. Sinon, les Chinois, comment pouvaient-ils traduire correctement les textes sanscrits? Ils devaient eux-mêmes, petit à petit, obtenir une bonne connaissance du sanskrit pour pouvoir ensuite traduire de façon appropriée. Donc, il y avait vraiment un travail de fond de traduction qui était nécessaire. Et, et par exemple, comment dire, dans la Prajnapaya, le Sutra du cœur, vous savez, au départ, dans le Sutra du cœur, il y a on dit Parabhayaya, lorsqu'on lit après. Ensuite, on met en chinois. Par exemple, c'est comme en tibétain, dans le texte tibétain, on donne d'abord le titre en sanskrit et puis ensuite on donne le titre en tibétain. Et donc, c'était pareil en chinois. Et donc, à l'époque, donc maintenant, c'est vrai, mais au départ, il fallait dire praja, ça veut dire quoi, etc. Hridaya, ça veut dire. En fait, mot à mot. Et le maître était obligé de commenter les mots, comme le sanskrit n'était pas connu à l'époque. Et par conséquent, donc, si le traducteur principal connaissait le chinois, il s'exprimait directement en chinois. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il avait recours à un interprète. Et l'interprète, donc, faisait l'interface entre le traducteur principal et l'assemblée de l'école de traduction. Et dans l'assemblée, en fait, les gens prenaient des notes. À l'époque, il n'y avait pas d'enregistreur. Hein. Donc, chacun prenait ses propres notes. Et donc, il n'y avait pas d'autre moyen que de prendre des notes pour enregistrer ce qui était dit. Alors, donc il y avait des scribes, on va dire, responsables qui eux, avaient notamment donc vraiment la responsabilité de bien prendre les notes, le mot à mot, etc. Donc pour pouvoir traduire, il était nécessaire de bien prendre les notes pour ensuite Et donc une fois que les notes étaient prises en chinois, donc il y avait non seulement les notes du mot à mot, etc., mais donc ça, c'est que la première étape. Il fallait que les mots qui étaient traduits soient compréhensibles en chinois. Dans le sens... Donc, parce que, donc, par exemple, donc, au départ, il y avait une prise du mot à mot un peu grossière. Donc, par exemple, Prajnaparamita, ça veut dire ça. Chaque mot, donc au départ, on prenait les notes de chaque mot en sanskrit, ce que divisait. Et donc, à ce moment-là, donc c'était toute l'assemblée qui prenait des notes. Et à ce moment-là, donc avant même de commencer le travail de traduction, donc chacun prenait le mot à mot en sanskrit et puis chacun notait tel mot en sanskrit signifie ceci. Et donc il y a des doutes à ce moment-là qui peuvent s'élever. Ah bah, ça, j'ai pas bien compris, ou ça, j'ai un doute. Et à partir de ce moment-là, il y avait donc des débats, des discussions. Donc, par exemple, voilà, en sanskrit, cela signifie ça. Si on traduit en chinois de cette façon, avec tel concept ou tel concept, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Et donc, il y avait ces débats, et ainsi, petit à petit, on pouvait choisir des terminologies chinoises qui est appropriée
et au final arriver donc à une traduction qui satisfaisait tout le monde. Comme par exemple, le premier texte de l'école de l'Esprit Saint qui ont été traduits. Donc un œuvre du maître Yang. 배배 가자 표준디즈 나라래야 안다 덴베기 넘시 초군데 드그레스 제제 송대하기 러베 안다 덴바디 파진디 인스레 안다 러베 안다 덴베기 셈sam베기 슝담르 망보지 주나레 디 교회 qable야 칙칙래야 양양 Par exemple, donc l'Openayang, lorsqu'il il traduit donc les textes de l'Esprit Seul, donc il y a différentes notions liées aux 8 consciences, et donc il fallait traduire ainsi ces différentes consciences. Il y avait des questions-réponses sur les termes qui étaient appropriés à utiliser, et puis donc c'est comme un va-et-vient. On a analysé tel terme est approprié, est-ce que tel terme traduit bien le sens de l'original, etc. Et donc seulement au final, lorsqu'il y a eu ainsi, c'est un travail de va-et-vient entre le traducteur principal et des assistants. Donc, donc il y avait dans l'équipe les scripts. En fait, donc comme on avait évoqué, chacun a différentes responsabilités dans l'école de traduction. Donc il y avait des responsabilités qui étaient partagées. Mais donc elles n'étaient pas partagées comment dire, dans l'ensemble. C'est-à-dire dans l'école de traduction, il y avait quelques personnes qui avaient vraiment des tâches bien définies. Donc, par exemple, telle ou telle personne avait la tâche d'être scribe, d'autres de vérifier le style, d'autres de relire, etc. Donc, ce n'était pas, par exemple, dans une école où il y avait 300 ou des milliers d'assistants, tous n'avaient pas une responsabilité. Mais néanmoins, on peut se demander, est-ce que leur présence était inutile? Est-ce qu'ils étaient là que seulement pour apprendre le dharma et que ne participaient pas du tout au travail de traduction? Eh bien, on ne peut pas dire qu'ils n'avaient aucune unité dans le travail de traduction. Quand bien même ils n'avaient pas de responsabilité, soit en termes de relecture, de traduction, de prise de notes, etc. En fait, toute l'assemblée, pendant que le maître principal enseignait, en fait, tout le monde prenait des notes. Tout le monde prenait ses notes individuellement, ses notes. Et tout le monde participait également aux questions-réponses, au débat. Chacun prenait ses propres notes. Donc, même si il y avait quelques personnes qui avaient la responsabilité de script, de prendre des notes, en fait, tout le monde, même s'il n'avait pas la responsabilité, prenait des notes. Et donc, il y avait cette possibilité de comparer les différentes notes pour arriver à la traduction finale. Ainsi, quand bien même tout le monde n'avait pas de responsabilité dans le travail de traduction, eh bien, ils participaient, donc ils pouvaient apporter une contribution à la traduction. Et par exemple, il y avait des situations où, en fait, il y avait des termes étaient difficiles à traduire, ou les termes proposés dans un premier temps ne correspondaient pas suffisamment à l'original, ou étaient, par rapport au contexte littéraire chinois, difficiles à comprendre. Donc, ça arrivait des fois, donc, quand on avait des termes un peu difficiles, on essaye de prendre des termes littéraires qui sont
qui est un peu compliqué. Mais par exemple, lorsque vient la discussion sur quel terme utiliser pour la traduction, si le traducteur principal ne parlait pas chinois, il ne pouvait pas intervenir dans cette phase. Il ne pouvait pas dire tel terme traduit mieux que tel autre terme, etc. Si le traducteur principal parlait chinois, éventuellement, il pouvait. Et encore, il fallait qu'il parlait bien le chinois pour pouvoir trancher entre quel terme et tel terme utiliser. Mais dans beaucoup de cas, donc le traducteur principal était soit ne parlait soit pas chinois ou soit n'avait pas une connaissance littéraire suffisante pour pouvoir intervenir dans la traduction finale. Et il y a un exemple, par exemple, dans cela. Donc, tout d'abord, donc il y avait donc il y a un terme sanskrit qui a été traduit d'une certaine façon dans un sutra qui était et donc c'est difficile à traduire. Mais donc c'est en fait donc c'est oui donc c'est donc en fait quand Kumarajiva traduit le sutra du Dharma du lotus blanc alors à ce moment-là donc il y a donc c'est traduit par le maître indien Dharmaraksha. Donc, et lors du 5e livret, il y a un terme en chinois parlant faisant référence aux dieux et aux humains, le fait que donc sans rentrer trop dans les détails, donc Dhamraksha traduit en utilisant un terme particulier, mais Kumarajiva pense que la traduction colle très bien à l'original, mais que le style est vraiment pas joli, c'est pas élégant dans la littérature chinoise. Et en fait, une personne de l'assistant qui n'avait aucune responsabilité particulière dans le groupe de traduction propose une traduction. Et cette traduction, elle plaît à Kumarajiva. Et il l'intègre ainsi dans la traduction. Et donc, on peut voir que même dans ces situations où la situation où on a un très grand traducteur en chef qui est Kumarajiva, qui en plus assisté d'excellents, d'érudits assistants, eh bien, le fait qu'il y ait une grande assistance ici, donc c'est un exemple où un grand groupe de traduction s'est avéré utile, car sur ce terme du 5e livret portant sur le fait que la connexion entre les humains et les dieux, comme quoi les dieux voient les humains voient les dieux, etc. Donc il y avait un terme, ou une expression plutôt, qu'ils avaient du mal à traduire. Et à ce moment-là, donc c'est quelqu'un de l'assistance qui avait proposé un terme qui finalement donc
convenait à la fois par rapport au sens original et au niveau de la tournure était très élégante en chinois. Et aussi, il y a dans le fait de traduire le mot à mot aussi. Par exemple, il y a des mots, donc automatiquement, en fait, les mots sanskrits, on essayait de traduire un mot sanskrit en un mot chinois, comme par exemple le mot bodhi était traduit en chinois par le caractère shui, et le mot dharma, c'est un mot donc c'est traduit par fa, oui, fa. Donc on essayait ainsi. Un mot sanskrit traduit par un mot chinois. Mais donc, des fois, ce n'est pas possible. En un seul mot, s'il n'y a pas vraiment d'équivalent, donc un seul mot sanskrit, eh bien, à ce moment-là, on utilisait un peu plus. Par exemple, le mot sanskrit guna, qui signifie qualité, a été traduit par gongde, et puis et shri, qui signifie glorieux en sanskrit, est traduit par Xinxiang. Donc, ça ne peut pas être Shri, le mot Shri ne peut pas être traduit en un seul mot en chinois, il est traduit en Xinxiang. Donc, c'est un mot composé de 2 caractères. Mais l'idée au départ, dans la terminologie, pour rester aussi proche que possible du sanskrit, il y avait donc cet effort de traduire un mot en un mot. Et lorsque ce n'était pas possible, eh bien, donc, donc c'est un mot un mot composé le plus proche possible. Donc, il y avait ce souci à la fois donc d'être au niveau de la grammaire aussi proche que possible de l'original, non seulement de la grammaire, mais également au niveau du sens. Et donc, on devait utiliser des termes en chinois qui pouvaient traduire jusqu'au sens subtil des mots en sanskrit. Et donc il y avait vraiment donc cet effort même au mot même de trouver la terminologie qui était la plus proche possible du sanskrit. Il y a une anecdote amusante à ce sujet. Par exemple, le mot wushu en chinois était utilisé pour traduire immaculé. Immaculé dans le sens, en fait, ce mot wushu devait être, qui traduit le mot immaculé, avait le sens absence d'affliction, absence de désir. C'était ça, en fait, dans le sanskrit, au départ, le mot immaculé utilisé en sanskrit avait le sens ou la connotation de absence d'émotions perturbatrices, absence de désir. Et ils l'ont traduit, mais littéralement, ça signifiait immaculé. Et ils l'ont traduit par le mot Wulu. Et durant la dynastie Tang, il y avait un moine, pardon, qu'on appelait ainsi immaculé. On utilisait cette expression chinoise Wulu, immaculé, et on l'appelait ainsi parce que, en fait, il ne s'appelait jamais par son nom et qu'il n'allait jamais aux toilettes. Et c'est parce que même après manger, il n'allait pas aux toilettes. Et donc, en fait, donc,
Donc, on l'appelait immaculé dans le sens où il ne rejetait rien. On ne le voyait jamais aller aux toilettes pour rejeter ses excréments, ses urines, etc. Donc, il l'appelait comme ça, immaculé. Mais en fait, ce terme, dans le contexte bouddhiste, ce terme qui a été utilisé pour traduire immaculé en sanskrit, en fait, ça n'avait pas du tout ce sens-là. Au départ, le mot immaculé en sanskrit avait le sens de absence d'émotions perturbatrices, absence de désir. Et donc, ensuite, lorsqu'ils l'ont traduit en utilisant le mot wulu, donc littéralement, ça veut dire simplement immaculé, mais le sens derrière, immaculé dans le sens de absence d'affliction, absence de désir. Et donc, comme certaines personnes connaissant, ayant perdu ce sens, donc ils ont utilisé ce mot wulu pour appeler ce moine qui n'allait pas aux toilettes. Donc ça, c'est une anecdote amusante pour montrer comment un terme peut être mal compris. Et aussi, donc il y a dans un texte, dans un texte du Dharma, on dit prendre l'adversité comme quelque chose qui est bon. Et puis aussi, on peut aussi comprendre le mot comme étant des abîmes. Donc, en fait, lorsqu'on on peut avoir un texte tibétain, c'est un autre exemple, une autre exemple. Et puis, donc, en fait, qui faisait une recherche du mot à mot du tibétain. Et donc, il y avait un texte sur l'entraînement de l'esprit qui dit, en fait, prendre l'adversité comme quelque chose de bon. Et donc, dans un des mots, en fait, le mot yang peut être traduit par abîme. Par conséquent, dans sa recherche du mot à mot, c'est sur ce sens qu'il est tombé. Et finalement, il a compris qu'il fallait jeter les conditions adverses dans les abîmes. Et, bien sûr, donc ce genre d'erreur est possible. Nous sommes humains. Et par conséquent, ce genre de contresens ou est tout à fait plausible. Et de ce fait, lorsqu'il y a plusieurs personnes qui prennent les mêmes notes d'un même enseignement, donc ça s'avère être très précieux lorsque on vient la partie de finalisation de la traduction, la partie de relecture, de finalisation de la traduction. Et ainsi, le fait d'avoir ainsi ce système où il y a beaucoup d'étudiants qui prennent chacun leurs notes, qui ensuite peuvent poser des questions et discuter entre eux, eh bien, ça permet, dans le processus, de vérifier si, à mesure que la traduction avance, que si les mots choisis collent par rapport à l'original ou pas, etc., si le sens est préservé, etc. Il y a beaucoup d'aspects à vérifier. Par exemple, Buddha Bhaja, donc un des maîtres, qui a fait la traduction de l'Avatasaka Sutra, du Sutra d'Avatasaka. Donc, ce maître, en fait, il finit pendant... entre le moment où il finit la traduction et où le travail de relecture est fait, il se passe 1 an et demi, donc plus précisément. Ce maître, ou autrement, donc Kumarajiva. Autre exemple, Kumarajiva, il finit le sutra du dhyana, de l'absorption méditative,
lors de la 4e année du règne de l'empereur Hongxi, donc en vers 402. Et en fait, ils mettent 6 ans pour réviser le manuscrit. 6 ans pour réviser le manuscrit. Et en fait, la raison pour laquelle ils sont si minutieux, c'est lié à l'étude du Dharma. C'est parce qu'en fait, le fait d'étudier le Dharma, en fait, la base de l'étude du Dharma, ce sont les textes écrits. Et par conséquent, si le texte écrit a quelques maladresses ou des points qui ne sont pas très clairs, donc c'est difficile ensuite d'enseigner dessus. Autre exemple, le maître Paramartha, en 463, il traduit le trésor de l'Abhidharma. Et l'année d'après, en fait, ses étudiants viennent le voir en lui demandant de réviser la traduction. Donc, c'est des étudiants eux-mêmes qui viennent alors que le travail était fini et ils disent Maître Paramartha, veuillez revoir cette traduction parce que, en fait, on s'est aperçu qu'il y a des passages qu'on n'arrive pas à expliquer avec l'ancienne traduction. Et ensuite, lors de la discussion, ils se rendent compte que donc cette première traduction n'était pas parfaite. Et du coup, ils le revoient à nouveau. Et donc, ce texte a été révisé par la suite. Et donc juste dans le premier exemple, c'est le maître donc qui traduit l'Avatamsaka Sutra. Donc, il met, oui, c'est ça, en résumé, c'est ça. Il met 1 an et demi pour faire la révision. Alors, ensuite, troisièmement, c'est donc, on va parler du groupe de recherche et des érudits du Dharma, qui vient de la période de la des dynasties Shui et Tang. Alors, en fait, pourquoi on parle de ces groupes? Parce que lors de ces dynasties-là, on évoque des écoles de traduction qui ne comptent qu'une vingtaine de personnes. Et dans les œuvres intitulées les biographies continues des moines éminents ainsi que la vie de Prabhakaramita, on peut lire que, donc pour citer, dans le passé, pendant l'époque de Fu et Yao, il y avait 3000 brillantes personnes qui traduisaient les Écritures. De nos jours, lors de la période du Grand Tang, il n'y a pas plus d'une vingtaine de traducteurs. Alors, cette citation est curieuse parce que à l'époque où il y avait, donc, on parlait de centaines d'écoles de traduction avec des centaines jusqu'à 3000 assistants, c'était une époque, comme on avait dit, où la Chine était fragmentée. Il y avait différents royaumes, donc c'était difficile de voyager pour rejoindre rejoindre ces écoles de traduction. Et pourtant, ces écoles avaient des centaines jusqu'à des milliers d'assistants. Alors que ensuite, lorsque viennent les dynasties Sui et Tang, la Chine est à nouveau réunifiée. Et à ce moment-là, donc, le fait de voyager devient beaucoup plus facile. Tous ces obstacles qu'il n'y avait pas dans le passé, sont éliminés. Et pourtant, les écoles de traduction sont réduites à une vingtaine de traducteurs. Et
Par exemple, si on considère l'école de traduction du célèbre Xuanzang, pas plus on parle d'une vingtaine de traducteurs pour faire tout le travail. Alors donc vient l'interrogation de d'où vient en fait ce changement, comment son par exemple Kumarajiva, lorsqu'il a traduit environ 300 livrets et il avait 3000 assistants. Et Xuanzang, lui, a traduit plus d'un millier de livrets. Donc, il a traduit plus que Kumarajiva et pourtant, son école de traduction ne comptait qu'une vingtaine de traductions. Donc, comme on trouve dans différents récits, comme celui intitulé La vie de Shihen. Et donc, c'est assez curieux, donc, un tel changement. Et donc, il y a deux points qu'il convient d'aborder. Alors, le premier point est que à la suite, lorsque la dynastie Shui s'installe, en fait, les écoles de traduction sont gardées. Les écoles de traduction sont protégées par des gardes. Donc ça, c'est le point. Ce qui signifie que, en fait, n'importe qui ne pouvait plus intégrer ces écoles. Dans le passé, ce n'était pas comme ça. Il y avait, comme on avait dit, un grand maître qui avait une aura. Tous ceux qui voulaient étudier le dharma venaient auprès de ce maître. Et c'est pour ça qu'il y avait de grandes écoles de traduction. Mais là, à partir de la dynastie Shui, c'est fini. Il y a donc, c'est réglementé. L'accès est réglementé. Et ensuite, ce qui se passe, en fait, c'est que ces écoles de traduction sont réorganisées. Donc, le travail est organisé un peu différemment. Il n'y a pas besoin de rentrer dans le détail, mais c'est réorganisé différemment. Et dans la réorganisation, ce qui se passe, c'est que tous les assistants dans l'école de traduction sont tous des érudits. En fait, ce qui se passe, c'est que ces écoles de traduction deviennent des regroupements d'élites. Donc, lorsque l'on compare, donc il y a une énorme différence lorsqu'on compare donc la période avant cette dynastie où il y avait des écoles de traduction ayant des centaines de personnes jusqu'à 3000 assistants. Et là, on passe à des écoles où il n'y a pas plus d'une vingtaine, à peine plus d'une vingtaine. Et donc, par exemple, donc, maintenant, dans le cas où il y a eu un groupe un groupe de traduction de 23 assistants, donc il y en avait, par exemple, une douzaine qui s'occupaient de la relecture, à peine 9 qui faisaient de l'édition pour le style, une personne pour la grammaire, un spécialiste pour la relecture en sanskrit, un spécialiste sanskrit pour la relecture. Et donc, en fait, tous les assistants, tous étaient des grandes pointures, des érudits. Mais par conséquent, comme tous étaient érudits, il n'y avait plus la nécessité de rassembler autant de personnes. Et donc, là, aussi, au départ, quand il y avait ces écoles où il y avait des centaines, voire des milliers d'assistants, tout le monde pouvait poser des questions, en fait, dans l'assemblée.
Donc, vous pouvez, dans ce cas, il y avait forcément, quand il y a une centaine, un millier de personnes, les niveaux d'éducation ou d'érudition est différent. Donc, lors des questions-réponses ou des débats, il y avait des questions qui pouvaient être très pointues, mais d'autres qui pouvaient être beaucoup moins nécessaires. Et par conséquent, ça obligeait aussi le maître principal à passer beaucoup de temps parce qu'il devait répondre à toutes les questions, il devait répondre à tous les débats. Et donc, parfois, donc, il y avait beaucoup d'assistants et qu'un grand nombre n'était pas particulièrement très érudit. Donc, il y avait l'inconvénient, en fait, pour le traducteur principal et en fait pour toute l'école, de perdre du temps dans le processus de traduction, car il devait répondre également à des questions qui étaient simples, assister à des débats qui ne s'élevaient pas très haut. En fait, au départ, les écoles de traduction étaient démocratiques, c'est-à-dire qui voulait suivre le maître pouvait venir, et donc il n'y avait pas de sélection, et puis chacun pouvait exprimer ses doutes, ses questions, et il y avait donc c'était démocratique. Mais ensuite, lorsque les empereurs chinois, les princes ont commencé à soutenir ces écoles de traduction, à faire des accumulations de mérites en faisant des offrandes de nourriture, par exemple, etc. Eh bien, donc, certaines personnes pouvaient tirer avantage de cela en disant qu'en rejoignant une école de traduction, ils pouvaient recevoir des offrandes de nourriture ou d'autres cadeaux. Et donc, par exemple, dans l'œuvre intitulée Les vies des moines éminents, il y a un grand maître nommé Shenring qui enseigne le Dharma. Et donc, il est dit que dans l'audience, parmi les assistants, certains, en fait, ont rejoint, se sont constitués assistants de l'école de traduction pour, en fait, utiliser les sessions de questions et réponses pour être irrespectueux envers du maître, pour montrer leur mépris vis-à-vis du maître. Et à l'époque, en fait, l'école de traduction était en fait une école d'enseignement du Dharma. C'était la même chose. On enseignait le Dharma au travers du contexte de devoir traduire des textes, mais c'était avant tout des enseignements du Dharma. Et donc, même s'il n'y a pas de récit précis qui raconte les abus ou les marques de non-respect, ce qui se passe, c'est que donc, visiblement, il y a eu des dérives et que pour ces raisons, lors de la dynastie Shui, qui supporte les écoles de traduction, il y a donc une réforme de ces écoles. Alors que donc le pays est unifié et qu'il est plus facile donc d'intégrer les écoles, de voyager en Chine, les écoles de traduction comptent d'un seul coup beaucoup moins d'assistants, simplement parce que ces écoles sont réformées. Donc, comme on a évoqué tout d'abord par le fait qu'il y ait des gardes qui ne permettent plus donc à quiconque d'intégrer ces écoles. Et puis également, l'organisation devient une organisation élitiste qui fait qu'il y a moins de nécessité d'intégrer beaucoup de personnes dans l'équipe de traduction. Donc, dans cette nouvelle structure, en fait, on nomme ce qu'on appelle des chefs. Oui, pardon.
En fait, la question qui se pose dans cette nouvelle organisation, c'est qui choisit les assistants, qui constitue les équipes de traduction. Et là, donc, pour répondre à cette question, en fait, vient à ce moment-là, dans la tradition de nommer un chef des monastères. Et donc, ce chef, il porte plusieurs noms. On l'appelle, par exemple, le chef de la Sangha ou le leader de la Sangha, etc. Donc, il y a des noms aussi plus élégants, plus poétiques, comme le chef des renonçants, etc. Ou le serviteur des mendiants. Et donc, on nomme un haut responsable monastique qui a la charge, en fait, donc, ainsi de désigner parmi les érudits, les grandes pointures du Dharma, en fait, peut intégrer telle ou telle école pour faire tel ou tel travail, jouer tel ou tel rôle dans la traduction. Et donc, il y avait deux critères pour intégrer une école de traduction. Le premier critère était qu'il y ait une bonne connaissance du Dharma, ce qui est logique. Et la deuxième était que la personne devait aussi avoir une bonne éducation confucianiste. Par exemple, au début de la dynastie Tang, le vénérable Brahma Karamitra avait un assistant, Hui, qui était connu pour son élégance de style à l'écrit. Et donc cet assistant connaissait bien les traités. Et donc pour ces deux raisons, il a été nommé assistant de Prabhakaramitra. Il y a aussi le grand maître Xuanzang, qui parmi ses assistants, il avait différents assistants, et parmi ceux qui relisaient, parmi les relecteurs, il y avait un vénérable qui s'appelait Lingzhu. Ah, ça oui, ça doit être ça. Je sais pas précisément comment on le prononce. Ça m'en vient pas immédiatement à l'esprit. Eh bien, donc avant d'intégrer l'équipe de traduction de Xuanzang, en fait, il était devenu maître dans le sens des Écritures. Et de même, donc il était donc très érudit dans le Dharma, et aussi parmi l'équipe de l'édition, pour le style et la clarté, il y avait Huyi, donc un autre assistant de Xuanzang, et il a été choisi parce que, notamment, il était l'auteur des fameuses de l'œuvre, la fameuse œuvre intitulée Les biographies continues des imminents moines, ainsi que du catalogue Dianlu, du Grand Tang, etc. Donc c'était un auteur déjà reconnu, et c'est donc pour cela qu'il a intégré. Et puis il était aussi détenteur de la lignée du Vinaya, d'une lignée de Vinaya. Et aussi, parmi les assistants de Xuanzang, il y avait un grammairien, c'était Shuang Yin, qui a été choisi parce qu'il était l'auteur d'un dictionnaire de référence. Et donc, il était l'auteur de ce dictionnaire parce que c'était un maître chinois qui était très, très érudit dans la grammaire chinoise ainsi que dans les termes anciens. Et c'est peut-être même, à l'époque, c'était le plus célèbre grammairien de la langue ancienne en Chine. Et donc, pour ces raisons, on voit qu'il n'y avait que simplement quelques personnes dans l'équipe de traduction. Les écoles de traduction étaient devenues
un rassemblement d'une élite, vraiment les meilleurs des meilleurs étaient rassemblés dans les écoles de traduction, chacun ayant leur spécialité. Tous étaient érudits et chacun avait leur... Donc, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je pense que ça vous a été bénéfique, même si c'est possible que certains passages ont été un peu ennuyeux, mais je pense que ça vous a été bénéfique, même si... donc, j'ai pas besoin d'entrer dans trop dans les détails, ça risque de devenir ennuyeux. Donc, je pense que pour aujourd'hui, je vais en rester là.